Oh là les mes passionnés, on est là pour une dernière vidéo de la saison. On se retrouvera ensuite à partir de la mi-août. Aujourd'hui, je vous en avais parlé en live dans les Dash Foot sur TikTok et Twitch où on est toujours plus nombreux, merci à vous. Eh bien oui, il faut poser les questions autour des zones d'ombre de l'Olympique de Marseille. C'est clair, net et précis qu'il y a trop d'éléments sans réponse. Alors voici un petit condensé, 10 questions autour de l'Olympique de Marseille dont on n'a pas les réponses publiquement. Mais d'abord, merci à tous ceux qui passent faire un coucou dans les commentaires, qui activent les notifications, qui s'abonnent bien sûr. Merci pour la force. Et puis dans cette vidéo, merci à tous ceux qui nous donneront leurs éléments de réponse en dessous de chaque question. Vous mettez 1, 2, 3, 4, 5 qui correspond aux questions que je vais énoncer et vous nous dites ce que vous en pensez. Alors aujourd'hui, au 20 juillet 2022, concernant l'Olympique de Marseille, la première question qui me vient, et on va faire les questions les plus proches pour revenir ensuite en arrière, c'est pourquoi et comment ce club fonctionne avec 3 directeurs sportifs. On sait que David Friot a été nommé récemment directeur sportif, que Javier Ribalta est arrivé en tant que directeur du football et qu'il s'occupe grandement et souvent des transferts, du mercato. Et on a également ce président directeur sportif que l'on ne nomme plus, Pablo Longoria. Ce génie éreinté, peut-être un peu rincé par 16 mois de double emploi, double casquette pour un seul salaire. C'est lui qui le dit, c'est lui qui en parle, du fait qu'il veut retrouver les terrains. Il a donc un rôle de président directeur sportif qui présente même les joueurs en conférence de presse. Un truc complètement dingue dans le monde du football. Ça n'existe pas un club avec 3 hauts dirigeants comme ça, directeurs sportifs. Se marche-t-il sur les pieds? Comment travaille-t-il? On aimerait avoir des réponses, d'autant que ce club le dit haut et fort et très fréquemment, il n'y a pas de moyens. L'actionnaire Franck McCourt ne veut pas réinvestir. Alors pourquoi avoir 3 grands directeurs sportifs, 3 recruteurs en or dans un club qui ne peut pas trop le faire? Deuxième question les amis, comment ce club Olympique de Marseille qui l'a annoncé dès 2020-2021, Franck McCourt ne réinvestit plus, il n'y a plus d'argent, c'est Jacques-Henri Hérault, André Villas-Boas ou encore Pablo Longoria qui le disait, comment ce club depuis l'été 2021, en 12-13 mois, a donc pu investir autour de 130 millions d'euros sur les transferts? Malheureusement, Marseille n'a pas d'argent pour faire venir Guardiola ici. Hors commission bien sûr, et se placer derrière le PSG bien entendu, comme le club numéro 1 en France là-dessus, tout en nous racontant qu'il n'y a pas d'argent. Alors comment est-ce possible? Il s'agit d'une question auquel le club doit répondre, nous expliquer comment les autres clubs peuvent aussi l'imiter, puisqu'on nous raconte qu'il n'y a pas d'argent et il y a énormément d'investissements. Certains ont osé même dire que le club devait d'abord vendre des joueurs avant d'acheter, ça n'a jamais été le cas sur les 3 derniers mercatos. Alors pourquoi et comment ce club arrive-t-il depuis l'été 2021 à nouveau investir massivement sur le marché des transferts avec aujourd'hui, si on prend en compte l'été 2021, on est autour d'une quinzaine, plus de 15 à 20 arrivées dans l'effectif de l'équipe première. Troisième question auquel le club doit répondre, ou devrait répondre en tout cas, c'est nous éclairer sur le feu vert donné au mois de juin, après moult réunions et beaucoup de tracas, comment l'OM a obtenu le feu vert de la DNCG pour ne plus être encadré au niveau de sa masse salariale. C'est quand même ultra étonnant, après autant de rendez-vous, presque du jamais vu, qu'un club puisse obtenir un feu vert. Mais alors comment a-t-il fait? Peut-on nous donner la recette magique pour d'autres clubs qui seraient fort intéressés? Ok, les pertes ont donc été épongées, mais ce club qui n'en finit plus depuis 4, 5, 6 ans et même plus de perdre de l'argent chaque année, comment est-il pu passer d'un encadrement plus ou moins strict d'ailleurs, on en parlera dans la question suivante, elles sont intimement liées, à un feu vert général de la part de l'instance. Alors justement et naturellement, ça m'amène à la 4e question, c'est de savoir comment sur la saison 2021-2022, l'OM qui était encadré au niveau de sa masse salariale, a-t-il pu augmenter sa masse salariale? Ça a été relayé dans l'équipe, ça a été confirmé. L'OM a donc augmenté sa masse salariale avec de nouveaux gros salaires comme Bakambu, Kolasinac ou d'autres comme celui de Milik et Payet. L'OM a augmenté sa masse salariale alors que le club était sous encadrement de la masse salariale. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, que vous ne comprenez pas. Il faut donc nous expliquer comment c'est possible qu'un club soit encadré, mais pas vraiment. De même, et dans la même question, ce sera peut-être intéressant de savoir comment la DNCG a pu freiner un prêt sec d'Amin Harit, qui n'était donc qu'un effort financier limité pour l'Olympique de Marseille à la fin août 2021, alors que 10 jours avant, l'OM avait eu le feu vert pour signer le latéral droit espagnol Paul Lirola pour environ 13 millions d'euros hors commission.
un prix très cher pour un latéral, totalement validé, et 10 jours après, un stop pour un simple prêt d'un joueur venu de façon éphémère. C'est à n'y rien comprendre. Une cinquième question un peu plus technique qui a été rendue publique par quelques experts. On est toujours au mois de juin, cette fois au 30 juin. Au niveau de ses comptes, l'OM a réalisé ce qu'on appelle en finance un coup d'accordéon. Ça a été rendu public, c'est effectif et donc il s'agit d'apurer ses dettes, revenir à un capital social minimum pour repartir. D'après les définitions des coups d'accordéon, généralement, ça laisse entrevoir l'arrivée de nouveaux actionnaires, ça laisse entrevoir des changements, forcément dans une société quand on réalise ce type d'opération qui vient d'être faite à l'Olympique de Marseille. Alors, étant donné que ça a été rendu public par des textes, l'OM devrait nous communiquer ses réponses. Qu'en est-il? Pourquoi ce choix? Est-ce bien la réalité du moment pour équilibrer des comptes ou la réalité du moment pour faire venir de nouveaux actionnaires concrètement? En tout cas, c'est factuel. Et là aussi, pas de réponse de la part du club. Ce serait intéressant de poser la question. Sixième question, c'est du côté de la formation que je voulais obtenir des réponses de la part du club. On sait que tous les entraîneurs, ou presque, il y a eu un bouleversement au niveau de la formation. Depuis le premier semestre 2021, comme par hasard, l'Olympique de Marseille s'est même fixé sur énormément de nouveaux jeunes joueurs. Ce n'était pas là du tout la politique du club, avec parfois des millions d'euros d'investis, des maisons, dans des transferts, Ghebreyesus depuis la Suisse. On a eu vraiment un déferlement et le club désormais bataille avec l'Inter Milan, Manchester United et d'autres clubs énormes, ce n'était pas le cas avant, pour obtenir les meilleurs joyaux du monde entier. Alors, qu'en est-il? Pourquoi ce revirement de situation soudain? D'où vient l'argent? Aussi, pour pouvoir faire venir de telles pépites alors que ce n'était pas le cas avant. D'où vient ce nouveau pouvoir attractif de l'Olympique de Marseille? Et pourquoi autant de changements au niveau des entraîneurs depuis quelques semaines? Une septième question qui est un peu dans la même veine, elle concerne l'équipe féminine. Ça a été rendu public par l'Olympique de Marseille. 11 à 12 arrivées, une toute nouvelle équipe pour cette nouvelle saison en D2 féminine. C'est proprement hallucinant alors que le fonctionnement de l'équipe féminine était tout simplement celui d'une équipe bénévole, aucune pub sur le maillot ni quoi que ce soit bien sûr. Et désormais, on nous explique qu'il y a un plan sur 5 ans pour arriver au top du football européen avec des investissements massifs à l'échelle du football féminin. Donc, alors qu'en est-il? On sait qu'un des managers les plus réputés du foot français qui a fait grandir l'Olympique Lyonnais vient d'arriver pour s'occuper justement de l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Alors comment est-ce possible d'attirer de tels cadors, de tels professionnels pour l'équipe de D2 féminine de l'Olympique de Marseille? Quel est le projet? Quels sont du coup les moyens? Expliquez-nous. Et enfin, les 3 dernières questions, on rentre dans des questions très stratégiques, des questions parfois juridiques, embêtantes pour le commun des mortels et des supporters, mais ça peut nous expliquer un petit peu où on est l'Olympique de Marseille, comment fonctionne le club, et au niveau aussi de son entité, de cette holding, puisque, donc vous le savez, ça a été rendu public depuis le mois de novembre, McCourt Europe est la nouvelle société qui a remplacé au niveau du nom Eric Soccer, la société qui avait été achetée à Margarita Louis-Dreyfus par Frank McCourt. Donc, au vu de cette situation, on se posait la question si c'était juste un changement de nom. Pas tout à fait, il y a même eu un changement de statut. McCourt Europe s'occupe notamment de gérer ce qui ressemble au projet Liberty, d'une société Internet, RSE, blockchain, etc. Mais alors que fait McCourt Europe au cœur du projet OM, puisque le statut de cette société n'a plus rien à voir avec la gestion d'une association sportive, d'un club de football, tout simplement. Donc que fait McCourt Europe au cœur de l'Olympique de Marseille? On aimerait savoir, puisque ça ne semble avoir aucun lien avec le football. Et donc, dans ces cas-là, il faut chercher quelle est l'entité au cœur de l'OM, si ce n'est pas McCourt Europe. On aimerait avoir des réponses là-dessus, étant donné que les changements ont été rendus publics au mois de novembre 2021. Dans le même ordre d'idée, question numéro 9. Pourquoi y a-t-il une entité OM LLC A et une OM LLC B dans le Delaware, cet État américain? Je fais une parenthèse au sujet du Delaware, puisque ici je suis là pour poser des questions et ne pas donner les réponses, mais pour ceux qui ne connaissent pas, le Delaware n'est pas forcément un paradis fiscal, mais bien un État où vous pouvez bénéficier de l'anonymat au niveau des bénéficiaires d'une société. Donc c'est hyper nébuleux, hyper flou, et vous pouvez mettre qui vous voulez au sein d'une société. Alors pourquoi l'OM possède donc une entité dans cet état-là? Quel est le but recherché? Alors forcément, si c'est flou et nébuleux, ils ne voudront pas forcément répondre, mais à nous de nous poser la question et d'essayer d'y répondre. Il y a forcément un intérêt à avoir mis une entité OM dans le Delaware. Oui, parce que le Delaware, c'est environ 900 000 habitants,
pour un peu plus d'1 million de sociétés. Il y a un problème. Et enfin, 10e question de cette petite vidéo, les amis. Bon, on nous dit partout et dans certains médias que rien n'existe autour de l'OM, et puis finalement, au mois de juin et juillet, que finalement il y a eu des offres, mais refusées autour de l'OM, que l'OM n'est pas à vendre. Bon, hypothèse, pourquoi pas. Mais alors, nous avons des questions. Pourquoi, au mois de janvier, février, avoir fait une passation entre messieurs Vipré et monsieur Tessier pour le poste de directeur financier? Un club qui change de directeur financier, c'est assez peu commun. Qu'en est-il? Quelle était la raison exacte de ce changement de poste? Qu'en est-il également du Jacques-Henri Hérault out prononcé au mois de mars 2021 par Franck McCourt? La phrase choc, c'est Hérault is out. Donc ça, c'était clair et net, avec accompagné d'un geste de la main de la gauche vers la droite. Genre, il dégage. Ouais. Voilà. Ce qui n'est pas une réalité, puisque Jacques-Henri Hérault travaille toujours pour le club. Que fait-il en lien avec certaines entités? Quel est son travail? Ça mérite d'être éclairci de la part de l'Olympique de Marseille. De même, pourquoi avoir fait venir pendant 1 an, un contrat d'1 an, une mission, c'est ce qu'elle a dit, Madame Zimmermann, qui n'était pas spécialement du monde du foot. Quel a été son apport effectif? Quel était son rôle? Pourquoi ce choix? Ce sont parmi la valse énorme du nombre de salariés, les changements au club structurel et au niveau des postes de direction, pourquoi y a-t-il eu autant de choix depuis environ 12 à 16 mois au sein de l'Olympique de Marseille? Jamais, dans aucune société, il n'y a autant de chamboulements habituellement. Alors, quelle est l'idée derrière tout ça? Voilà, 10 questions. Je pourrais en avoir beaucoup plus pour l'Olympique de Marseille, mais c'est déjà pas mal auxquelles il faut répondre. Si vous avez des bribes de réponses à toutes ces choses-là, n'hésitez pas, mais ce ne sont pas, de toute façon pas des réponses qui ont été rendues publiques par le club. Donc à vous de vous faire vos hypothèses. En tout cas, c'était un point que je voulais faire avec vous pour vous montrer pas mal de zones d'ombre autour de ce club, d'un fonctionnement assez spécial. Je vous souhaite en tout cas à tous de très bonnes vacances pour ceux qui en ont. On continue de s'informer, de discuter sur les réseaux sociaux. Je coupe quelques semaines, on se retrouve très vite pour des Dash Foot sur Twitch et TikTok pour de nouvelles vidéos YouTube de ce type-là, et les lives du dimanche soir, le débrief du dimanche qui reviendra à partir de la mi-août. En attendant, prenez soin de vous, faites attention mes passionnés, et à très vite.